Bon, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et de m'accueillir ici donc, pour présenter ce projet. Effectivement, sur la valorisation du patrimoine par le transmedia storytelling et non storytelling comme j'avais écrit. Donc je vais vous présenter un peu, recontextualiser ce qu'est le transmedia storytelling parce que pour le projet que je mène, c'est relativement important parce qu'on part d'une certaine définition du transmedia storytelling, celle de Jenkins en l'occurrence, que je vous rappellerai tout à l'heure. Et je vais vous présenter donc ce Working Progress, parce que c'est un programme de recherche qui dure 3 ans et on en est à la seconde année, donc on est vraiment en plein milieu du développement. Et donc je vais vous montrer ce qu'on essaye de mettre en place pour valoriser le patrimoine alors aquitain, parce que c'est financé par la région Aquitaine, donc voilà. Et comment on essaye de mettre en place donc, cette valorisation du patrimoine par une stratégie de transmedia storytelling. Alors juste rappel des éléments du transmédia, et je reviendrai sur la définition de Jenkins après. Donc c'est en anglais, mais il y avait tout là, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc le transmedia storytelling, il y a storytelling dans le transmedia storytelling. Donc on va raconter une histoire, c'est le cœur de la stratégie. On va raconter une histoire en utilisant des formes variées, en utilisant plusieurs plateformes médiatiques. Alors là, c'est suivant la stratégie, il faut que ça soit cohérent, bien évidemment. Donc, ce que je donne comme exemple à mes étudiants, parce que je travaille beaucoup sur les séries télé, c'est autour de Game of Thrones. Bon, tout le monde connaît Game of Thrones, je suppose. Si vous voyez des comptes Twitter de personnages de Game of Thrones qui tweetent, sur le principe, c'est du rajout narratif, donc ça peut être du transmedia storytelling, mais bien évidemment, c'est pas cohérent parce que dans l'univers de Game of Thrones, les personnages n'ont pas de réseaux sociaux, naturellement. Donc, c'est pas du transmedia storytelling selon la définition universitaire. Donc, l'utilisation de plusieurs médias suivant la cohérence du projet et de l'univers qui est posé. Donc, justement, à l'intérieur d'un univers narratif cohérent et global. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle du world building, faire de la création d'univers narratif. Le but du jeu, c'est d'engager la participation des publics dans leur sens varié. Donc on va aller chercher différents publics sur leur support de prédilection, et c'est ce que vous avez fait justement pour Snapchat avec les jeunes publics. Essayer de mettre en place des systèmes de jeux, de récompenses, de prix. Pas forcément des prix matériels, mais de la récompense qui peut être valorisée par des badges ou ce genre de choses. Pour tout ça, pour créer une expérience sociale, mais tout en faisant attention à mettre en place des niveaux d'engagement, parce que bien évidemment, tous les publics ne sont pas engagés de la même façon dans les stratégies transmédia. Donc juste pour regarder un peu ce que ça peut donner, donc l'utilisation de plateformes médiatiques, c'est n'importe quelle plateforme médiatique, qu'elle soit numérique ou non numérique, parce que souvent il y a la confusion que transmedia storytelling égale numérique. Bon, c'est pas du tout le cas. On peut avoir de l'extension narrative, bien sûr, sur des plateformes qui vont pas être numériques, et pour engager certains publics, c'est d'autant plus efficace. Donc de la création d'univers, donc c'est un schéma qui a été fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Alex McDowell. Donc Alex McDowell, il est professeur à l'université de USC Los Angeles. Je l'ai rencontré d'ailleurs, il est très très intéressant. C'est lui qui a fait les world building pour Minority Report, Man of Steel, Fight Club. Bon, vous voyez donc des grosses machines hollywoodiennes, mais il était en charge alors il se définit comme production designer et world builder, mon accent. Mais en l'occurrence, c'est lui qui était en charge de créer les univers narratifs. Et après, donc, les réalisateurs, dont notamment Steven Spielberg, créent les histoires à l'intérieur de ces univers narratifs. Et il explique très bien que justement pour Minority Report, quand il a créé l'univers narratif, il n'avait pas de script dans les mains. Donc c'est lui qui a posé tout l'univers. Et dans cet univers, donc il faut des personnages, il faut des lieux, bien sûr, il faut des contextes, il faut des écosystèmes, voilà. Et plus tout ça est détaillé, mieux c'est. Et en cinéma et en série télé, on appelle ça des bibles. Donc ils construisent des bibles. Et dans ces bibles, il y a tous les éléments en fait qui vont permettre de construire les histoires après et qui vont permettre de tenir une cohérence aussi dans les histoires qui sont développées. Donc si vous êtes intéressé par ça, Battlestar Galactica, qui est la meilleure série du monde,
parenthèse, a mis en ligne, donc en l'occurrence c'est Ron D. Moore, qui est le showrunner de la série, a mis en ligne toute la Bible de Battlestar Galactica. Donc elle est accessible en ligne et c'est 56 pages où ils expliquent tous les personnages, tous les arcs narratifs, tous les lieux, tous les écosystèmes, tous les planètes, en fait tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, le transmedia storytelling, ça part du world building. Alors sur la participation et la collaboration, le but, c'est de laisser ce que Geoffrey Long appelle des espaces négatifs, c'est-à-dire des béances narratives, finalement. Parce que plus vous laissez de trous narratifs, plus les publics vont pouvoir s'engager, à part leur créativité, pour les remplir, ces trous. Bon, je vous renvoie au phénomène des fanfictions, par exemple. Alors, ça peut être canonique, c'est-à-dire qu'ils vont se référer justement à cette Bible et rester cohérents avec l'univers, mais ils peuvent faire des écarts, on va dire, dans ce canon. Alors juste un exemple, parce que c'est quand même intéressant, sur Star Wars, qui est quand même l'exemple ultime d'univers étendu autour de l'audiovisuel. Alors, pour moi, Star Wars, c'est les vrais Star Wars, c'est les numéros 4, 5, 6 maintenant. Oui, on pourra en discuter des heures, mais bon. Donc, dans A New Hope, le premier Star Wars, qui est maintenant le 4, du coup, lorsque Obi-Wan Kenobi rencontre Luke Skywalker, il lui dit, et c'est juste une phrase en fait, il lui dit « J'ai combattu avec ton père », bon, spoiler alerte, c'est Dark Vador, mais on ne le sait pas encore à ce moment-là, « J'ai combattu avec ton père lors de l'attaque des clones ». C'est juste une ligne de dialogue. Mais vous imaginez c'est une béance narrative en fait, parce que vous imaginez tout l'univers que ça peut ouvrir, parce que donc c'est qui est son père, pourquoi il a combattu avec lui, et c'est quoi l'attaque des clones. Bon, en l'occurrence, ils l'ont rempli plus tard avec l'attaque des clones, Clone Wars, la série animée, mais vous imaginez pas toutes les fanfictions qu'il y a eu, les trucs réactifs de fans qui ont eu pour remplir ce vide narratif. Donc, les types d'engagement, ça peut être des systèmes de vote. Bon, ça, c'est le niveau 0, on va dire, le plus, voilà. Des commentaires. Bon, ça, les fans et les publics commentent souvent maintenant, notamment à travers les réseaux sociaux. Des user-generated content. De la résolution collaborative, mais c'est ce qu'on va avoir autour de jeux en réalité alternée, puisque ce qu'on demande, c'est de collaborer justement pour avancer dans une narration, dans les jeux en réalité alternée. Et de prendre part parfois à une sorte d'activisme. Donc les publics peuvent s'engager aussi activement pour défendre des causes à travers donc, des systèmes de dispositifs transmédia. Donc mécanique du jeu, tout à l'heure je vous ai dit, il faut penser à faire des formes de récompenses qui peuvent être sous forme de prix, de badge. Ça peut être l'acquisition de nouvelles compétences aussi, ce qui peut être intéressant quand même, ou gagner des pouvoirs dans l'univers narratif. Bon là je vous renvoie à ce qu'on appelle les MMORPG, les jeux multijoueurs en ligne, où on peut acquérir des pouvoirs pour continuer à avancer dans l'univers narratif. Alors, je vous ai dit, il faut créer des niveaux d'engagement parce que les publics vont avoir tous des degrés d'engagement et d'implication différents dans l'univers. Donc, il y a une typologie qui est assez classique autour des stratégies transmédia qui a été nommée par Ivan Asquith, parce qu'il avait travaillé sur Lost et la stratégie transmédia de Lost. Donc il y a ce qu'on appelle les organisateurs, donc ceux qui vont organiser la communauté, et en général c'est eux qui vont créer le wiki, qui va centraliser toutes les infos, le forum, enfin ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle les chasseurs, donc les chasseurs ils vont se balader sur toutes les plateformes qui ont été mises en place pour la stratégie transmédia pour aller chercher les infos, les indices, pour récupérer donc tout ce qu'il faut et après le donner aux organisateurs qui vont centraliser. Les détectives, eux, ils vont être en charge de décoder tous les indices que vous avez laissés en tant que producteur de la stratégie. Et justement, c'est la catégorie qu'il ne faut pas oublier, les lurkers, alors qu'on pourrait traduire par, c'est très laid, mais ceux qui épient, ou les voyeurs, mais bon, c'est pas très joli. C'est la traduction littérale, on va dire. Donc, c'est ceux qui sont intéressés par l'histoire et le développement de l'histoire, mais qui ne vont pas s'engager activement. Donc, ils ne vont pas aller chercher des indices, ils ne vont pas décoder, ils ne vont pas organiser la communauté. Donc, il faut penser à ce public et c'est pour ça que l'histoire, les personnages forts et une histoire forte, c'est ce qui est le point central de toute stratégie transmédia, en fait. Donc, en gros, les éléments à développer pour faire une histoire forte, c'est une géographie particulière, donc des lieux à développer. Des histoires potentielles, donc on appelle ça des arcs narratifs, et après vous tirez des fils et vous en faites des histoires. Des personnages, bien sûr, des thèmes. Bon voilà, tout ça, les mécaniques de jeu et tout ça, donc ça, vous mixez tout ça et ça fait une histoire suffisamment forte qui va pouvoir être ensuite
déployés sur plusieurs plateformes médiatiques. Alors ça, c'était pour recontextualiser un peu c'est quoi une stratégie transmédia, en gros, comment on fait. Donc, là, je dirige, je ne suis pas toute seule, bien sûr, sur le projet, mais je dirige un projet qu'on a appelé Medianum. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, en fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, finalement, Medianum, mais bon, bref. Donc, c'est Medianum, c'est pour ça que je précise toujours après, valorisation du patrimoine par le transmédia storytelling. Hein, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et il y a média quand même dedans. Et donc, du coup, on fait ça à l'université Bordeaux-Montaigne. Et c'est un projet qui est donc financé par la région Aquitaine, parce qu'au départ, ça partait d'un... Mais d'ailleurs, je vais le montrer ici, c'est ça que c'est la plaquette de présentation. L'origine du projet, c'est un appel à projet région, parce que la région Aquitaine, et maintenant Nouvelle-Aquitaine, a tous les ans des opportunités pour les chercheurs avec des appels à projet recherche. Donc c'était un appel à projet région et ce que je voulais faire, c'était parler du transmédia storytelling, mais autrement qu'autour de l'audiovisuel. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le transmédia storytelling autour des productions audiovisuelles. Donc on a décidé de faire ça autour de la valorisation du patrimoine. Et c'est né aussi de la rencontre avec deux sociétés de production, donc I Can Fly, qui est une société de production d'animation et de transmédia, et le Jardin des Marques, dont le représentant est ici, tu peux lever la main si tu veux, Arnaud Aquin, qui est une boîte qui travaille autour des marques et du transmédia storytelling autour des marques, et qui a un studio de production en transmédia qui s'appelle le Rabbit Hole. Et d'ailleurs, ensemble, on a créé le CAT, c'est le cluster aquitaine du transmédia storytelling, où vous pouvez adhérer si vous voulez, parce qu'on est super sympa et super cool. Et qu'on fait des choses super bien aussi. Donc, du coup, pourquoi je disais ça? C'était pas pour faire de la promo un peu aussi quand même. C'est parce que I Can Fly et le Jardin des Marques ont mis en place des dispositifs de valorisation du patrimoine aquitain par le transmédia storytelling. Donc ça permettait de s'appuyer sur quelque chose qui avait déjà été fait, de capitaliser là-dessus et de construire quelque chose à partir de là aussi. Donc Medianum, c'est quoi en gros? C'est un projet de recherche-action. Donc on n'est pas... Certes, il y a la dimension recherche, parce que bon, on est à l'université, donc voilà, il faut faire un peu de recherche quand même. Mais on a l'ambition, si je puis dire, c'est bien ambitieux justement, mais de créer notre propre stratégie de valorisation du patrimoine par le transmédia storytelling. Et c'est en ça donc que c'est une recherche-action. Et on a un public cible qui est un public jeune, parce que la stratégie va être ciblée principalement, ou en premier lieu, on va dire plutôt, pour les classes de 5e. Alors vous allez me dire, pourquoi les classes de 5e? Parce que tout simplement, ils ont Aliénor d'Aquitaine, mais j'y reviendrai, au programme. Donc le public cible, ça va être un public jeune, puis on va essayer d'étendre, bien évidemment, à d'autres publics. Alors, on part de points quand même de définition. On entend le patrimoine comme le patrimoine matériel, c'est-à-dire on va s'appuyer sur des monuments, de l'architecture. Voilà, bon, il y a de quoi faire. Hein. Et le patrimoine immatériel, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur la culture, les langues, le folklore. Donc là, on a une définition du patrimoine qui est assez large, en quelque sorte. Mais justement, on a restreint sur la définition de transmédia storytelling, puisqu'on va prendre celle de Jenkins, qui restreint un peu les possibilités du coup. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça renvoie à cette définition, donc, qui est, selon Henry Jenkins, le transmédia storytelling, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction... Alors, fiction, lui, c'est parce qu'il se basait sur Matrix, hein, mais après on peut déployer sur d'autres choses, hein, sont dispersés sur plusieurs plateformes médiatiques, donc moi je rajoute numérique ou non numérique, dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc là on retrouve tous les éléments que je vous ai dit tout à l'heure. On a une histoire, plusieurs plateformes médiatiques, et on part d'un univers cohérent et global. Alors, on est une équipe pluridisciplinaire pour faire ce projet, puisque je ne suis pas toute seule. Hein. Donc, je suis responsable du programme de recherche. J'ai des post-doctorants, donc j'en ai 2. Et ils ont chacun une spécificité particulière. Donc, un qui est spécialiste du transmédia storytelling et qui a permis de faire la cartographie des projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Jessica de Bideran, qui est spécialiste plutôt du patrimoine et numérique. Et elle va nous aider dans la production de la stratégie, du suivi de production de la stratégie. Après, on a une équipe de recherche avec des spécificités là aussi particulières, et notamment des spécialistes des publics jeunes,
parce qu'on va s'adresser à un public jeune, donc il faut trouver la stratégie qui va avec pour s'adresser à ce public en particulier. Et on a surtout aussi un spécialiste de l'histoire de l'art et de l'histoire, hein, parce que vous comprendrez pourquoi après. Donc une équipe de production et une équipe institutionnelle, puisqu'on est cofinancé par la région et la DRAC, et que le rectorat est en jeu, bien sûr, puisque classe de 5e, donc il faut qu'on ait des classes de 5e pour les tester aussi. Donc ce projet, il est divisé en 3 parties, 3 ans, 3 parties, on ne s'est pas trop embêté en fait. Hein. Donc la première partie qui s'est terminée là, en novembre, était une partie plus recherche là justement, et sur une cartographie des projets qui existent déjà dans le monde et qui allie valorisation du patrimoine et transmédia storytelling selon les définitions qu'on avait choisi d'appliquer. Donc vous voyez un peu la cartographie. Il y en a pas mal en Europe. Hein, voilà. Donc en fait, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas tellement que ça. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a pris la définition stricte de transmédia storytelling, donc pas de monomédia. Du coup, ça restreint pas mal. Et valorisation du patrimoine. Donc, il fallait qu'il y ait ces 2 aspects qui soient croisés. Donc, vous voyez. Alors ça, on les a rassemblés sur... Alors, il faut que je sorte, hein, parce que moi, je suis nulle en technique, donc mes PowerPoints sont pourris. Donc, on les a rassemblés sur un Tumblr. Donc, vous pouvez, qui s'appelle medianum.tumblr.com. Il y a un wiki aussi qui permet aussi de croiser. Donc, si vous voulez public jeune avec web série et Europe, vous avez les projets qui sortent. Hein. Donc, il y a un wiki qui existe aussi. Et donc, on a centralisé tous les projets avec des descriptions sur ce Tumblr. Donc, ça permet d'avoir une cartographie un peu comme ça de ce qui se fait. Et nous, ça permet aussi d'en retirer des enseignements, parce que justement, qu'est-ce qui a marché auprès des publics jeunes, quels sont les moyens de financement, quelles sont les histoires qui sont racontées. Bon, on se rend compte que les histoires, elles sont centrées souvent autour d'une quête ou d'un mystère, hein, parce que c'est ça qui va faire que les publics vont s'engager s'il y a un mystère. Donc, ça permet de mettre tout ça en avant. Alors, juste si vous voulez... un exemple, alors je repasse, voilà, technique, pam pam. Alors un exemple qui a été mis en place justement par I Can Fly, donc puisqu'il travaille avec nous, donc voilà, sur un projet qui s'appelle la chasse aux légendes. Alors là, c'est entre valorisation du patrimoine et donc un patrimoine justement immatériel, parce que c'est la valorisation de la culture basque et de la langue basque et du folklore basque, on va dire. Et le tourisme, parce que justement, il y a des points de géolocalisation, et pour débloquer certaines parties du contenu qui est mis à disposition, il faut se rendre sur les lieux. Et il n'y a que quand on se rend sur ces lieux qu'on peut débloquer donc, de la réalité augmentée et avoir les personnages qui nous parlent. Donc il faut quand même aller sur les lieux, et ça permet de mettre en place un tourisme. Donc alors juste la vidéo de présentation. Un peuple de petits êtres rieurs vit depuis la nuit des temps en harmonie avec la nature. Ils ressemblent à s'y méprendre à des hommes, si ce n'est qu'ils sont plus petits et bien plus forts, et que leurs pieds sont généralement palmés. Ils se nomment les Laminacs, et vous aurez peut-être la chance de croiser un jour leur chemin. Ou plutôt une nuit, car les Laminacs préfèrent les rayons de lune à ceux du soleil. Ce sont d'habiles constructeurs, et ils vivent dans de charmantes maisons souterraines aménagées au cœur des grottes naturelles d'Isturitz. Au sein de leur grande bibliothèque secrète, l'un d'entre eux est investi d'une mission millénaire de la plus haute importance, veiller sur la pierre de lune, qui contient les légendes du monde entier, minutieusement capturées et classées depuis des siècles par les Laminacs. Seulement voilà, le gardien de la pierre de lune, le plus maladroit des Laminacs, a laissé s'échapper toutes ces légendes vers leur contrée d'origine. Il s'appelle Guylaine, et il va avoir besoin de ton aide pour les récupérer. Tartaro le cyclope. Erenchugé, le dragon à 3 têtes. Bachayaon, l'homme sauvage. La sirène de la roche percée.
Donc vidéo de présentation de l'univers, là pour le coup, parce que vous avez la présentation du contexte, vous avez la présentation du personnage aussi, et vous avez une incitation à participer en dernier, puisqu'il a besoin de notre aide. Sous-entendu, il va falloir l'aider, il va falloir accomplir des missions pour récupérer donc toutes ces légendes du Pays Basque. Donc ce qu'ils ont mis en place, c'est une application. Donc tout se passe sur l'application. Donc c'est pour le coup c'est monosupport, donc on n'est pas trop dans du transmedia storytelling selon la définition de Jenkins, mais on est dans du monosupport avec un dispositif multimédia sur lequel on va retrouver plusieurs informations et plusieurs bouts de la narration en fait qu'ils ont voulu construire. Donc on a un turbo média, donc c'est une BD qui défile, qui raconte un bout de l'histoire. On a de la réalité augmentée, donc où je vous ai dit il faut se rendre sur les lieux là que vous avez vus pour déclencher le dispositif et mais c'est un peu comme Pokémon Go en fait, et récupérer la légende. Vous avez des contes à l'oral, puisque ça se base sur des contes du folklore du Pays Basque. Donc tout ça est centralisé sur cette application. Alors j'ai pris cet exemple, j'aurais pu prendre l'exemple de Arnaud Aquin qui est une BD qui valorise le Médoc et les châteaux du Médoc, mais j'ai pris cet exemple parce qu'on va se servir dans notre propre stratégie de la même application, sauf que ça sera une brique de la stratégie transmédia, ça ne sera pas juste que ce dispositif qu'on mettra en place. Alors donc justement pour notre production propre de valorisation du territoire, du patrimoine aquitaine par le transmedia storytelling, on a décidé de centrer notre stratégie sur la figure historique d'Aliénor d'Aquitaine. Alors vous allez me dire encore une fois, mais pourquoi Aliénor d'Aquitaine ? C'est une bonne question parce que alors moi personnellement Aliénor d'Aquitaine je n'y connais pas grand chose et c'est pour ça que dans l'équipe on a un spécialiste de l'histoire de l'art et de l'histoire médiévale. Parce que Aliénor d'Aquitaine, elle a l'avantage de rassembler la grande région, la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'elle est passée dans tous les lieux de la nouvelle région. Donc c'est aussi une figure historique qui va nous permettre de valoriser des lieux aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est à la fois dans la valorisation du patrimoine, mais aussi un peu dans le tourisme, parce qu'on va faire se déplacer aussi les gens pour aller découvrir des lieux sur lesquels Aliénor est passée. Donc on va pas refaire Game of Thrones, justement, parce qu'on aurait pu. Elle ressemble un peu d'ailleurs à Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est un peu parce qu'on va fictionnaliser un peu l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine aussi. Il y a un aspect pédagogique qu'il faut mettre en place, donc on va s'appuyer sur des faits historiques quand même. Donc ça, on les a déjà, les faits historiques. Voilà, on a mis en place notre univers historique, on va dire, mais on va essayer de fictionnaliser tout ça pour... Voilà, c'est chiant, les gifs quand même au bout d'un moment, donc hop, je passe quand même, sinon on va être à bout. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de raconter en fait l'histoire du Moyen-Âge, de la place de la femme au Moyen-Âge, à travers une personne extraordinaire qui sera donc Aliénor d'Aquitaine. Donc ça nous permet à la fois de raconter qui était Aliénor d'Aquitaine, mais aussi de raconter les conditions de vie de la femme au Moyen-Âge. Donc il y a ces deux aspects, et à mon avis, si on veut mettre un aspect pédagogique en avant, ça peut être intéressant parce que ça permet de dire qui est une figure historique et de raconter comment ça se passait au Moyen-Âge pour des gens qui n'étaient pas extraordinaires comme Aliénor d'Aquitaine. Donc la stratégie transmédia, alors là c'est un schéma, ça a évolué depuis parce qu'on fait des réunions assez régulièrement pour construire la stratégie ensemble. Mais en gros, la stratégie, elle va commencer par une carte, puisqu'on a des lieux. Aliénor d'Aquitaine est passé par certains lieux, notamment dans des lieux à Bordeaux, dans le Poitou, enfin voilà. Donc on va avoir une carte avec des points sur cette carte, donc un trajet qu'elle aura fait, et on pourra activer justement de la réalité augmentée pour voir les monuments. Alors, on pourra aller les voir en physique, bien sûr, mais on pourra les voir déjà sur la carte, et ça permettra de faire un parcours comme ça d'Aliénor sur une carte physique, une carte géographique, finalement. On pourra avoir ensuite donc cette fameuse application, donc on reprendra ou on mettra un turbo média, de la réalité augmentée, voilà, mais ça sera qu'une partie, encore une fois, de la stratégie. Ça ne sera pas que la stratégie. Qu'est-ce qu'on avait prévu aussi, donc de la géolocalisation, parce que là je ne vois pas bien moi sur mon truc. On avait parlé aussi d'un jeu de cartes éventuellement. Mais ça c'est... Voilà, donc là, je vous dis parce que c'est un work in progress, donc on est encore dans la définition de toute cette stratégie et de toute cette mise en place des plateformes médiatiques qu'on va utiliser.
Alors, on va éviter les réseaux sociaux, malheureusement, parce que ça ne pourrait pas être très cohérent, puisque Aliénor d'Aquitaine n'avait pas Snapchat, malheureusement. C'est ce qui est dommage, parce que visiblement, pour les publics jeunes, ça a l'air de fonctionner. Donc, ça va. Elle n'avait pas Facebook non plus, cette brave dame. Donc ça va être compliqué de mettre en place ça, mais il faut qu'on soit cohérent. Donc d'autant plus qu'il y a déjà des choses qui existent sur la vulgarisation en fait pédagogique autour d'Aliénor d'Aquitaine. Il y a beaucoup de livres qui existent, beaucoup de BD, beaucoup de vidéos qui existent déjà. Donc il faut aussi qu'on s'extrait de ça pour faire quelque chose un peu d'original et pas répéter ce qui a déjà été fait. Alors, pour montrer ça, alors là aussi, il faut que je sorte, parce que on a mis en place ce qu'on appelle un carnet de recherche à l'université. Qui est sur hypothèse.org et qui permet d'expliquer un peu comment on fait notre suivi de production de cette stratégie. Donc, si vous voulez aller voir, donc voilà, vous avez le suivi de prod, c'est-à-dire la vie et le territoire. C'est qu'est-ce qu'on a décidé de tirer comme arc narratif de l'univers qu'on a mis en place autour d'Aliénor d'Aquitaine. On fait aussi des entretiens de gens qui ont fait des productions transmédia. Comme ça nous permet d'avoir aussi leur suivi de production en réel de comment ils ont fait leur stratégie. Alors des fois, ils ont fait du transmédia sans le savoir, donc c'est assez intéressant. Comme justement Montagne Superstar. Donc en gros, ça donne ça. Classiquement, on se retrouve régulièrement. D'ailleurs, on a une réunion lundi pour continuer à mettre en place la stratégie. Et on travaille tous ensemble autour de ça. Et donc, quand on aura fait cette stratégie transmédia, on a une deadline, c'est mai en fait, on doit la terminer pour mai. Ça sera comme un prototype finalement, parce que la troisième phase, ça va être une phase d'évaluation et de co-design finalement avec les classes de 5e dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'ils ont Aliénor au programme. Donc on va leur présenter à ces classes de 5e le dispositif qu'on a mis en place, ils vont devoir le tester et nous faire un retour d'expérience là-dessus pour que nous, on améliore aussi soit sur les technos, soit sur le contenu finalement. Et on va faire des ateliers de co-design pour qu'ils nous aident à améliorer cette stratégie et qui nous aident aussi à la compléter. Parce que bon, la vie d'Aliénor, c'est infini, donc on va tirer juste quelques fils narratifs, nous, mais on pourrait en imaginer d'autres qu'on déploierait sur d'autres plateformes médiatiques. Donc on va demander à ces classes de 5e, par des ateliers de co-design, en mode design thinking, de créer donc d'autres extensions possibles sur la vie d'Aliénor et pour compléter notre stratégie transmédia. Donc voilà en gros les sites qu'on a mis en place, donc le carnet de recherche, le Tumblr, le wiki aussi qui reprend les éléments du Tumblr mais arrangé différemment et qui permet donc une navigation un peu plus simple si on fait une recherche, un compte Twitter. Et tout à l'heure, ça m'a inspiré la chaîne YouTube. Là, je ne sais pas où il est, celui qui a présenté ça, mais bon, pourquoi pas faire une chaîne YouTube avec des tutoriels. Ah oui, voilà, ça, parce que ça peut être intéressant. Bon, après, il faut une ligne éditoriale qu'il faudrait qu'on définisse, nous, mais voilà. Donc, en gros, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, encore une fois, c'est un work in progress. Donc, on est en pleine construction de cette stratégie, mais on a un univers, on a une figure, on a un personnage central fort déjà. Donc, il faut aussi qu'on crée des personnages satellites autour, bien sûr. Si on prend la narration classique hollywoodienne, il faut qu'on ait un antagoniste, il faut qu'on ait des alliés, il faut qu'on et qu'on ait une histoire en fait autour de ça. Mais en tous les cas, on a déjà l'univers. Il nous reste à tirer les fils. Et à les placer, enfin ça a l'air comme ça, mais c'est quand même du travail, à les placer sur plusieurs plateformes médiatiques. Tout ça pour valoriser l'Aquitaine. Merci beaucoup. Comme précédemment, on va passer la parole à la salle. J'ai une première question. J'ai dû m'absenter 2 minutes, peut-être tu l'as dit et je m'en excuse si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des acteurs du tourisme qui sont associés dans ce projet de recherche ? Alors, donc, il y a la DRAC qui nous cofinance et le ministère de la Culture donc aussi qui cofinance, surtout sur l'aspect techno, mise en place techno. Mais la DRAC, oui, va mettre à disposition tout le réseau touristique qui est centralisé autour de Aliénor. D'ailleurs, il s'appelle Aliénor. Aliénor.org. Et on va aussi solliciter. Alors, on a déjà rencontré le musée d'Aquitaine, par exemple, parce qu'ils ont des choses qui ont appartenu à Aliénor d'Aquitaine.
Aquitaine. Donc, on va solliciter les musées aussi, hein, parce qu'on pourrait faire des visites avec eux, faire je sais pas, des impressions 3D de facsimilés ou des choses comme ça aussi, avec un parcours de visite autour d'Aliénor d'Aquitaine dans certains musées. Donc oui, ça c'est prévu aussi, hein, puisque le but c'est aussi d'aller dans les lieux. Donc les offices de tourisme vont être mis à contribution aussi de toute façon, hein. Bonjour, Stéphane Malagnac. Juste une question, quel est le budget alloué à ce projet ? Oui, alors attention, nous sommes à l'université. Tadam, un budget de fou. Alors, combien on a de budget ? Je ne sais plus combien j'avais demandé. Sur le budget création de la stratégie pure, on a 35 000 €. Donc, ce qui n'est pas énorme, hein, parce que déjà, faire l'application, ça va faire pas mal. Donc, en gros, on fait la stratégie gratuitement, quoi. Mais bon, on est à l'université, on a l'habitude, hein, de travailler. Donc, après, mes postdocs sont payés, hein. Donc, voilà, eux, ils ont un contrat sur 6 mois et 6 mois, donc ils sont payés. C'est la région Aquitaine qui paye les postdocs, par exemple. Et on est payé. Et j'avais demandé aussi, mais ça, c'est recherche pure, pour faire un colloque final de restitution, quoi, ou une journée d'études de restitution. Donc, ça aussi, c'est financé par la région Aquitaine. Questions ? Pas de questions ? Moi, je me pose une question peut-être un peu bête, mais la question c'est, est-ce que votre rôle, vous estimez que c'est plus un rôle scientifique ou un rôle de pédagogie pure, l'utilisation des transmédia dans votre métier ? Donc vous vous positionnez dans quel camp ? Le camp des scientifiques ou le camp des pédagogues ? Alors je suis un peu à cheval sur les deux, en fait, parce que là, en plus, c'est particulier parce que c'est de la recherche-action. Donc, il faut qu'on ait à la fois la vision scientifique, universitaire, donc d'analyse des processus, d'analyse de la mise en place de ce qu'on va faire, donc autoréflexif, on va dire, hein. Mais il faut qu'on soit dans l'action aussi. Donc, il faut qu'on crée une stratégie qui soit valide, valable, qui puisse être mise en place, hein. Il ne faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi, hein. Donc là, c'est un peu sur les deux. Moi, après, à l'université, j'ai le côté aussi scientifique, mais j'ai le côté pédagogue aussi, puisque je donne des cours de création d'univers transmédia, d'ARG, de séries télé, mais on parle aussi de réception et de production transmédia. Donc, si on a le droit de questions, oui. Est-ce que vous avez également des échanges entre chercheurs, entre universitaires, avec d'autres de vos confrères dans d'autres régions, pour croiser vos expériences ? Oui, bien sûr. Là, c'est très aquitaine, le projet, hein, puisque voilà, c'est une équipe qui est dans mon université, et comme c'est financé par la région Aquitaine, voilà, on est très auto-centré, on va dire. Mais sinon, oui, on discute beaucoup dans la communauté universitaire. Et il y a plusieurs visions du transmédia, d'ailleurs, dans la communauté universitaire. Moi, j'ai une vision très Jenkins, hein, on va dire. Donc, comme en plus, je travaille autour des séries télé et du cinéma principalement, c'est mon sujet au départ. Donc voilà, j'ai une vision très Jenkins autour de ça. Mais il y a plusieurs écoles, hein, bien sûr, du transmédia, hein. Il y en a qui considèrent que ce que j'ai présenté sur les légendes, là, qui est monomédia, ils considèrent que c'est du transmédia déjà. Donc voilà. Mais on confronte nos idées, bien sûr. Il y a pas mal de revues aussi, hein, qui sortent là-dessus et qui présentent des articles scientifiques. D'ailleurs, j'en ai une qui va sortir cette semaine sur design et transmédia, qui est centrée sur le world building principalement. Donc justement, comment on construit ces univers avec des études de cas universitaires, hein, faut pas, donc des fois, c'est un peu indigeste, on va dire. Nianara Kotmalal de Réseau Canopé, Recherche et Développement. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, ma question, vous avez évoqué tout à l'heure, l'objectif c'était de construire une stratégie de valorisation. À la fin, la question que je me pose, quel type de livrable vous allez proposer à la fin? Est-ce que c'est une production, genre un objet transmédia, qu'importe la forme, ou bien une forme de livrable, des livres, de quoi, quel livrable à la fin? Alors, on va faire la stratégie transmédia, c'est-à-dire qu'on va la faire de A à Z. Là, pour le moment, on est dans la construction de la narration, mais on va la faire. Donc, il y aura comme livrable l'application,
qui va être mise en place. On va mettre en place tous les médias en fait, qu'on aura pensé, on va les créer finalement. Donc si on a décidé de faire une BD, il va falloir la faire. Mais comme on a un budget limité, un temps limité, parce que bon, il faut... pour vous, il est long le temps, là, mais à l'université, en mai, là, c'est demain. Pour nous, c'est un peu stressant. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça, mais en tous les cas, on va faire quelque chose de concret. Ça va être un livrable concret et qui pourra être testé donc, par les classes de 5e après. Donc il faut qu'ils aient quelque chose aussi à tester. Donc ça sera une forme de prototype, mais un prototype qui sera quand même un peu développé et abouti, qui va être amélioré ensuite par les retours d'expérience des classes de 5e. Mais voilà, si on dit on fait un jeu de cartes, il va falloir le faire, quoi. Alors par contre, sur la présentation globale et purement universitaire, on va mettre ça sous forme d'arbre. Donc un arbre transmédiatique, on va dire, et chaque branche correspondra à un aspect narratif qu'on va développer, et on coloriera ce qu'on a pu développer et ce qui pourrait être développé si on continuait la stratégie, si on avait plus de financement et si on voulait le faire sur un temps plus long, quoi, finalement. Donc une stratégie idéale, enfin un tiroir, quoi, une stratégie idéale globale, définie, très finie, et nous ce qu'on a pu faire, mais finalement avec le budget qu'on a et le temps qu'on a.